Donc bonsoir à toutes et à tous d'être présents. Donc on vous remercie de participer à cette soirée qui fait partie de tous les événements de l'EM Strasbourg dans le cadre des 10 ans de la marque EM. Donc j'ai demandé à Tcherna d'intervenir ce soir pour parler d'une thématique qui est très présente dans les organisations, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus seulement de compétences dans l'entreprise, mais d'appétence. Et donc Tcherna a accepté de venir illustrer cette thématique. Voilà, Tcherna, je te laisse la parole. Merci. Nous sommes le 13 août 1961. La petite fille que vous voyez là sur l'image, c'est moi. J'ai 5 ans. Je vis à Berlin. C'est l'été, c'est les vacances. Et c'est un bel été d'ailleurs. On se lève, mon frère de 5 ans, mon aîné, on prend le petit déjeuner. Et mon père, comme tous les jours, il est parti au travail. Et à ma grande surprise, au milieu de la matinée, mon père, il revient à la maison. Et puis il nous dit, les enfants, je ne peux plus aller au magasin. C'est impossible. Ils sont en train de dresser un mur, ils sont en train de dresser des barbelés partout et je ne peux plus aller. Alors moi, ma réaction de petite fille de 5 ans, c'était de dire « Chouette alors, on va passer la journée ensemble ». Mon frère, qui avait quand même 5 ans de plus, il a commencé à poser des questions. Et puis il dit « Papa, ça veut dire quoi un mur? Ça veut dire quoi des barbelés? Ça veut dire qu'on ne peut plus aller de l'autre côté ?» Alors mon père a dit « Je crois qu'on ne pourra plus y aller. » Non, en effet. Mais ça veut dire qu'il y a des familles qui vont être séparées. Ça veut dire que ton magasin, tu es en train de le perdre, tu ne pourras plus aller. Et je sentais que c'était quelque chose de très anxiogène pour moi, petite fille de 5 ans. Alors ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire-là, mon histoire, a commencé à cette époque-là. Et je me suis dit, au fond de moi, jamais, mais jamais, quelqu'un décidera à ma place. Jamais quelqu'un me prendra ma liberté. Et jamais quelqu'un me prendra mon autonomie. Et c'est ce qui m'a toujours animée. Et c'est ce qui fait que je vais vous raconter mon histoire. Alors, Berlin, c'est une histoire en même temps triste parce que, bien sûr, il y a des choses, on sait qu'il y a eu des morts, que les gens pouvaient plus se déplacer, etc. Mais Berlin, c'est aussi une histoire unique. Pourquoi ? Imaginez-vous que Berlin, une fois qu'il y avait le mur, c'était un écosystème complètement fermé. Ça veut dire pour aller de l'autre côté, il fallait traverser à nouveau de l'Est pour aller à l'Ouest. Donc un écosystème complètement fermé. Et là, je suppose, parce que moi j'étais petite, il y avait des gens intelligents qui ont commencé à réfléchir et à dire comment peut-on s'organiser pour que ça soit différent. Alors on avait un maire à l'époque à Berlin, Willy Brandt, vous avez certainement entendu parler, un chancelier Konrad Adenauer, et je suppose que ces gens-là, ils ont dû réfléchir et ils ont dit comment fait-on pour garder cette ville attractive? Comment fait-on pour que les jeunes ne quittent pas la ville, pour qu'ils n'essayent pas de déserter cette ville qui finalement était complètement enfermée? Comment fait-on? Ils ont eu quand même quelques très bonnes idées. La première chose qui était pratiquement déjà un acquis, c'est le fait que les jeunes Berlinois, quand ils étaient résidents à Berlin, n'avaient pas l'obligation de faire le service militaire. Et la deuxième chose, la question qui sont posées, comment fait-on pour attirer les intelligences du monde entier? Il faut qu'on devienne les meilleures universités. Et du coup, ils ont fait venir des professeurs extraordinaires. Et Berlin a réussi à être parmi les meilleures universités du monde. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont aussi réussi à attirer des artistes extraordinaires. Et ils ont réussi aussi à subventionner l'accès à la culture, ce qui fait que, très sincèrement, nous, on payait quelques centimes pour aller voir l'opéra, le théâtre, etc. Alors, je peux vous dire, la Calas, je l'ai vu chanter des dizaines de fois. Karajan, je l'ai vu diriger. C'était extraordinaire.
Et ils ont aussi réussi à créer des quartiers complètement différents et décalés. Vous avez tous entendu parler de Bauhaus, c'est connu, c'est protégé au niveau mondial aujourd'hui, mais Gropius, un des architectes qui n'était pas forcément bien accueilli partout, a créé des quartiers entiers avec son innovation architecturale. Et non seulement ils ont réussi à accueillir les meilleurs artistes, ils ont même décidé d'accueillir des artistes complètement décalés. Et du coup, Berlin a décidé de recevoir des artistes que d'autres villes ne voulaient pas recevoir. C'est ce qui fait que j'ai pu voir la flûte enchantée, mise en scène à la japonaise, tout en blanc, là où la flûte enchantée est plutôt un opéra très coloré. Et alors, ce qui m'a marqué, c'est une comédie musicale que vous connaissez tous, Hair. Vous vous rappelez Let the Sunshine In? Ben, personne ne voulait accueillir Hair. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'il y a des artistes qui dansaient et chantaient nus sur scène. Alors vous pensez bien que les Américains, ils n'étaient pas prêts à les accueillir. Il y avait d'autres villes qui n'étaient pas prêtes à les accueillir. Mais à Berlin, ils ont même construit un bâtiment spécialement pour recevoir la comédie musicale Hair. Alors la vie était très belle à Berlin. Même qu'on était enfermés, l'écosystème a réussi à s'organiser de manière exceptionnelle. Donc vous vous imaginez, on mangeait français, on parlait anglais, on vivait à l'américaine, c'est quand même top. C'est quand même assez extraordinaire. Alors depuis ce temps-là, ce côté appétence, ce côté plaisir, c'est ce qui m'a toujours animée. Sauf que quand moi je commençais ma vie professionnelle, eh ben, c'était trop tôt. On ne voulait pas entendre parler de ça. Alors pour vous faire un peu l'histoire quand même économique, pour comprendre pourquoi c'était trop tôt, dans les années 50-60, il se passait quoi? Ben, les entreprises, ils avaient surtout besoin de produire parce que la demande du consommateur était beaucoup plus forte que ce que les industries pouvaient fournir. Exemple, quand mon père voulait acheter une voiture, on attendait 3 mois pour avoir une voiture. Et encore, on ne pouvait pas choisir la couleur. Eh oui. Et donc ça, c'était les années 50-60. Et après, quand ils sont arrivés à produire correctement, il y a les années concurrence qui ont démarré. Donc aussi les années marketing. On pense que le métier du marketing, c'est quelque chose d'ancien. Pas du tout. C'est relativement récent comme métier, le marketing et la culture pub. Par contre, la publicité qu'on regardait à l'époque n'a plus rien à voir avec la publicité que vous voyez aujourd'hui, parce qu'elle n'était pas chargée d'émotions comme on peut le voir aujourd'hui. C'était la publicité qui dirigeait le client vers un produit nécessaire, utile, la bonne machine à laver, le fer à repasser. Voilà, c'était ça la publicité et les années marketing. Alors, quand les entreprises ont bien réussi à promouvoir leurs produits, il y avait bien sûr aussi la concurrence. D'ailleurs, il y a beaucoup des industries qui ont compris ça. C'est ce qui fait que les voitures Toyota sont arrivées en Europe. Hein, et tout clé en main. Et ils étaient beaucoup plus rapides que d'autres. Donc, il fallait réfléchir. Comment est-ce qu'on garde tout ça fiable pour le consommateur? Rappelez-vous, maintenant arrivent les années qualité. Donc, les entreprises se sont dit, il faut qu'on fiabilise la qualité de nos produits, et c'est la fameuse ISO 9000 qui est arrivée dans les entreprises. Et j'en sais quelque chose, j'en ai mangé du 9000. Alors, on a écrit des processus, on a écrit des procédures, on a tout écrit et de manière à ce qu'on pouvait vraiment tout contrôler. Et c'était bien, et c'était certainement nécessaire. Et quelque part, vous tous aujourd'hui dans la salle, vous ne voudriez plus acheter un produit qui ne soit pas de qualité. Même si vous achetez un chocolat à 1 €, vous voulez qu'il ait bon goût, vous voulez qu'il soit bien emballé et de préférence pas moisi. Eh oui. Et un peu plus tard, et c'est là que commençait à venir, à sentir dans les entreprises qu'il y avait éventuellement une place pour le plaisir au travail, c'est les années bien-être. L'année 2000, les années 2000, c'est les années bien-être.
Rappelez-vous à quel point on a vu naître des clubs de sport, les spas en ville. Et aujourd'hui, même vous souhaitez plus aller dans un hôtel où il n'y a pas une piscine ou éventuellement un spa ou des massages. Pourquoi ? Parce que on a toute une génération, et je vais vous parler un peu plus tard aussi de la génération plus jeune, qui se disent on veut un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée. Et pour ça, on doit trouver des espaces de bien-être. Et le bien-être est même rentré dans les entreprises. Aujourd'hui, on trouve des salles de repos, on trouve des massages, du shiatsu. Ce n'est pas par hasard, tout ça. Mais là où c'est la plus grande transformation, finalement, c'est l'arrivée des jeunes. Je les adore, parce qu'eux, ils ont vraiment amené la rupture. Et il y a un changement de paradigme fondamental qui est la notion du travail. Parce que pour les jeunes, le travail n'est plus une valeur. Pour les jeunes, le travail est un moyen d'accéder à quelque chose, pas simplement à de l'argent. Ce qu'ils veulent, eux, les jeunes, c'est être formés. L'entreprise qui va leur donner le meilleur moyen de se développer est une entreprise attractive. Ils veulent du sens. Ils veulent être un contributeur. Ils veulent contribuer à une œuvre, à quelque chose qui fait sens pour eux. Et ils veulent des managers compétents. Ils ne veulent pas des managers qui contrôlent. Ils veulent autre chose. Alors, ce qui est intéressant avec l'arrivée des jeunes et toute la transformation et le changement de paradigme, c'est qu'il y a aussi tout un mouvement qui arrive, qui amène la transformation dans les entreprises. Et là, je voudrais vous parler de 4 très belles rencontres que j'ai eu la chance de faire dans ma vie. Ma première rencontre, c'est un homme qui est chef d'entreprise, qui aujourd'hui est à la retraite, mais que je porte toujours dans mon cœur, c'est Jean-François Zobrist. Jean-François Zobrist, c'est un dirigeant qui a osé. Et il est parti de quelque chose de très, très simple. Il a dit, pour moi, l'homme, il est bon. Et l'homme, il est intelligent. Et quand on a partagé ensemble, il me dit, Tcherna, chaque collaborateur dans mon entreprise est un chef d'entreprise. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Il gère sa maison, il gère sa famille, il gère sa banque, il gère ses courses, il gère... À plus petite échelle, c'est équivalent à une entreprise. Et c'est vrai qu'une famille est une entreprise. Et il a créé, Jean-François, des vraies ruptures. Pour moi, c'est un vrai exemple de chef d'entreprise qui a osé faire des choses. Il a dit, moi, je ne veux plus des gens qui contrôlent les autres parce qu'il n'y a aucune valeur à ajouter à faire ça. L'homme, il est bon, l'homme, il est intelligent, donc je vais faire autrement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-François Zobrist ? Il est allé voir son codir, il a réuni son codir, il leur a dit, plus de codir, finito. On va dissoudre le codir, vous trouvez un autre job dans mon entreprise, si vous en trouvez un, mais il faut que votre job apporte de la valeur ajoutée. Alors vous pensez bien qu'il y a eu pas que des gens très contents, mais il y en a qui ont trouvé leur place. La deuxième chose qu'il a fait, il a dit, nos clients, c'est ceux qui nous font vivre. Donc le parking là devant pour la direction, fini. Ça, c'est le parking pour les clients. Il faut que ça change. Alors il a fait beaucoup d'actions, je vous en cite juste quelques-unes. Et une qui m'a vraiment marquée et que j'ai vue, c'est, il a dit, quand un opérateur a besoin d'une pièce sur sa machine, eh ben, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il court au magasin, il remplit un bon. Le magasinier, s'il est bien luné, il va éventuellement chercher rapidement le produit. Il ramène le produit, l'opérateur, il retourne à sa machine. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Il a dit ça, c'est de la perte de performance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé les murs du magasin. Et alors là, tout le monde a dit, oh là, stop, là, c'est de la folie. Ils vont te voler tout ce qui est dans le magasin. Et Jean-François, il a répondu, il a dit combien ils vont déjà voler. Une fois que tout le monde aura pris un marteau, des vis et tout ce qu'il lui faut à la maison, ça ne vaut de loin pas le gain de performance et de productivité que je suis en train d'avoir par rapport à l'ouverture du magasin. Ma deuxième rencontre qui était très significative pour moi, c'est la rencontre avec un homme dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Isaac Getz. Alors Isaac Getz, il a écrit un livre qui a fait beaucoup de buzz sur l'entreprise libérée. Et
Isaac, il a le mérite d'avoir fait une véritable recherche sur le sujet. Il a été voir les entreprises, il a regardé ce qui se passe et il a compris qu'on ne pouvait plus aujourd'hui fonctionner de la même manière qu'il y a encore 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et que finalement, la libération de l'entreprise et des énergies, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ça passe par le dirigeant. Donc le premier à libérer, c'est les dirigeants. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a du boulot, nous les coachs, donc c'est très bien. On libère maintenant les dirigeants, c'est formidable. Mais il a fait un travail remarquable de recherche. Donc Isaac, il est professeur à l'ESCP, aussi chercheur et conférencier. Et du coup, on a l'occasion d'échanger beaucoup à ce sujet. Ça, c'est ma deuxième belle rencontre sur le sujet, parce que j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Ensuite, je rencontrais 2 personnes, dont une qui est dans la salle ce soir, Maria Nikolenchik, et Francis Boyer. Alors Francis Boyer, personnage atypique, pourquoi? Parce qu'il était DRH de l'Opéra national de Paris. Il a complètement changé de casquette. Aujourd'hui, il est consultant, il est aussi conférencier. Il va d'ailleurs sortir un livre très, très intéressant sur les appétences et sur le management par les appétences. Et avec ces 2 personnes, on a créé un petit laboratoire de recherche et développement autour des appétences. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et je vais vous illustrer maintenant un petit peu comment ça se présente. En entreprise, on fait tous des tâches diverses et variées. Il y a 4 typologies d'activités auxquelles on peut participer. Il y a ce qu'on adore et ce qu'on sait bien faire. Et ça, c'est plutôt facile. Et ça devrait représenter 50% de notre activité. Ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, on a des choses qu'on ne sait pas faire, mais qu'on aimerait quand même bien apprendre. Et ça, c'est important, parce que dans l'entreprise, c'est ça qui va nous permettre de nous développer. Et ce n'est pas forcément des choses qui sont complètement attachées à notre activité à 100%. Ensuite, on a des choses qu'on sait bien faire. Par exemple, moi, je sais faire mes factures, un peu de comptabilité, mais je déteste. J'aime pas ça du tout. Mais pourtant, on a des petites tâches douleurs qu'on fait quand même, qui font partie de notre activité. Et la 4e catégorie de tâches sont des tâches qu'on n'aime pas faire et qu'on n'a pas envie d'apprendre. Par exemple, moi et l'informatique, on n'est pas très copains. Donc, c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Ce qui est intéressant sur le diagramme que je vous projette là, c'est l'idéal. Si on devait projeter un idéal, eh ben, on aurait 50% d'activités, des choses qui nous passionnent, qu'on aime et qui nous font vibrer, 20% d'apprentissage, ça représente 70 et 30 dans les autres tâches. Ça, ce serait l'idéal. Alors, avec Francis, on a pu interroger aussi un certain nombre d'entreprises et ce que je vous raconte là, ce n'est pas forcément toujours ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qui procure finalement du plaisir au travail. On parle d'appétence et ça veut juste rien dire. Donc, qu'est-ce qui nous procure du plaisir au travail? Et là aussi, vous allez voir, il y a 4 catégories. Il y a ce qui se présente autour des conditions de travail. Alors on s'est dit, oui, les conditions de travail, est-ce que là-dedans on peut trouver des appétences? Et oui, parce que là-dedans, même une organisation peut être séduisante. Une organisation peut attirer des personnes. Ça peut être un lieu, un cadre. Aujourd'hui, vous voyez bien dans les entreprises, on crée des Fab Labs, on crée des espaces de détente, mais on crée aussi des coworking espaces qui ressemblent à ce que vous pouvez louer en ville. Vous commencez à le trouver en entreprise et ça plaît énormément. Il y a bien sûr dans les conditions de travail aussi la rémunération, je ne voudrais pas l'oublier. Il y a aussi les moyens qu'on donne pour faire des choses. Quand il y a un collaborateur qui dit « j'ai une idée, je voudrais mettre en œuvre, je voudrais tester », là aussi l'entreprise, elle donne ou elle ne donne pas les conditions de travail pour explorer. Et puis, bien sûr, une entreprise doit donner à son salarié aussi, si possible, un bon équilibre de vie entre la vie privée et la vie professionnelle, et voire même sociale. Parce que pour moi, il y a un tricycle entre le social, le pro et le perso.
Ensuite, vous trouvez des appétences de par l'entreprise même, et nos deux témoins vont pouvoir vous en parler beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Il y a la marque. Quand vous interrogez des jeunes, il y a encore 10, 15 ans, 20 ans, ils disaient moi je veux travailler dans telle ou telle boîte. La marque est aussi quelque chose qui peut attirer. C'est pour ça qu'aujourd'hui la notion de marque employeur, c'est pas par hasard. Il y a aussi la notoriété. On a envie de travailler, on peut avoir envie de travailler dans une entreprise qui a de la notoriété. Il y a aussi le produit ou le service qui nous intéresse. Je ne veux pas vendre n'importe quoi. Je veux vendre un beau produit. Je veux vendre un service qui fait sens. Ça aussi, ça peut faire appel à nos appétences. Et puis, il y a les valeurs qui sont partagées dans l'entreprise. Et pour ça aussi, c'est important que vous ayez deux témoins aujourd'hui qui vont aussi vous parler de ça. Et il y a la stratégie de l'entreprise. Une entreprise, est-ce qu'elle reste fermée dans son milieu ou est-ce qu'elle est en train de s'ouvrir? Est-ce qu'elle a une stratégie d'ouverture? Est-ce qu'elle a une stratégie de croissance, de conquête? Et puis, il y a aussi les projets de l'entreprise. Un autre facteur des appétences, c'est le contenu de l'activité. Alors là, bien sûr, il y a l'intérêt, il y a la nature même de l'activité. Vous pensez bien, quand quelqu'un travaille à remplir les camions toute la journée, c'est pas aussi attractif que quelqu'un qui est en train de créer un nouveau logiciel. Ça, je peux le comprendre. Mais même à l'intérieur, et j'ai travaillé avec des gens de la logistique, j'étais à côté des opérateurs et des ouvriers, vous trouvez des choses vraiment sympa en termes d'activité. Après, il y a toute la partie autonomie. Quand on parle aujourd'hui de l'entreprise libérée, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire donner de l'autonomie aux salariés pour qu'ils puissent décider par eux-mêmes. Pas tout, mais dans un certain cadre. Alors, beaucoup de gens pensent que l'entreprise libérée, c'est le bordel. Mais non, ce n'est pas le bordel. Ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie. Ça veut dire qu'il y a un cadre qui est donné et à l'intérieur du cadre, on peut donner beaucoup plus d'autonomie que c'est le cas dans certaines entreprises. Après, il y a l'esprit d'initiative. Est-ce que dans cette entreprise, j'ai la possibilité ou pas de prendre des initiatives ou est-ce que je suis juste un petit soldat qui exécute un travail ? Après, il y a aussi l'apprentissage. Alors, ce n'est pas que l'apprentissage par des contrats d'apprentissage, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre dans cette entreprise? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter en termes d'apprentissage? Et le dernier point sur le contenu de l'activité, c'est aussi la variété des activités. Est-ce que je vais faire toute la journée la même chose? Et aujourd'hui, je commence à rencontrer des jeunes qui ont fait des grandes écoles, qui se retrouvent derrière un écran et qui laissent tout tomber et qui disent « moi, je vais faire du social et du contributif dans des pays pauvres ». Et ils ont fait de très bonnes études. Et puis, il y a aussi la nature de la relation. Est-ce que dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a de la convivialité? Je peux vous dire, quand moi je rentre dans une entreprise, la première chose que je regarde, est-ce que les gens rigolent? Alors, ça peut vous surprendre, mais une entreprise dans laquelle on ne rigole pas, il y a un problème. Il faut que ça rigole. Il y a aussi le soutien psychologique qu'on peut apporter dans une entreprise. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est prévu? Parce que tout le monde vit des difficultés aujourd'hui. Il y a le soutien technique. Est-ce que si je développe telle et telle chose, est-ce que j'ai du soutien technique? Et il y a la coopération et bien sûr aussi la reconnaissance, qui est important. Donc vous voyez, des sources de plaisir, les appétences, il y en a, hein, on peut les trouver. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Francis, quand je l'ai rencontré, il avait déjà développé un jeu de cartes autour de 30 appétences qu'on utilise aujourd'hui beaucoup en entreprise. Et c'est les 30 appétences qui reviennent le plus souvent, mais qui s'inscrivent dans le schéma que je vous ai juste présenté après. Alors maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est le travail qui est sorti de notre laboratoire, à savoir à quel endroit peut-on utiliser les appétences en entreprise. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a une dizaine. Pour le moment, on a trouvé une dizaine. Si vous en trouvez plus, je suis preneuse. Il y a une manière d'utiliser les appétences en individuel et puis il y a des moyens d'utiliser les appétences en collectif. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner tous les exemples, ce serait trop long, mais je vais vous donner quelques-unes.
Par exemple, j'ai demandé à 6 DRH que je connais, je discutais avec elles et j'ai dit, est-ce que vous êtes prêts à faire une expérimentation et d'utiliser les appétences lors de vos recrutements? Ah oui, mais comment on va faire? Je dis, écoutez, vous avez un problème. Quand vous recrutez et vous retrouvez les derniers candidats en shortlist, ils sont pareils. Ils ont la tête bien faite, ils ont un super CV, ils ont une belle expérience, vous avez des bonnes références, peut-être ils ont même fait quelques tests de personnalité, c'est super. Mais à la fin, vous vous retrouvez devant 2-3 candidats et vous dites lesquels je prends. Alors j'ai simplement demandé à ces DRH de poser une question à ces candidats. Quelle est votre source de plaisir pour rejoindre notre entreprise? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait plaisir en venant rejoindre notre entreprise? Et alors là, grande surprise, les réponses étaient diverses et variées. Il y avait des réponses du type, parce que pour la première fois, je vais habiter 5 minutes de mon boulot et ça me fait plaisir, je vais gagner du temps et je vais avoir du temps pour moi. Une autre personne a répondu, moi, ce qui me fait plaisir de rejoindre votre entreprise, c'est que la première fois, je vais enfin travailler en équipe là où j'étais seule. Un autre qui a répondu, vous m'engagez pour développer, participer à un nouveau produit, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et quelqu'un d'autre qui a dit, je vais pouvoir utiliser mes appétences pédagogiques pour faire ça et ça. Mais rien à voir avec les compétences, le CV et ce pourquoi ils ont été reçus au départ. Et c'est là où les DRH ont dit, là, on a vu une véritable différence. Et c'est là qu'on a pu discuter complètement différemment avec les candidats et de manière complètement, comment on peut dire, en off, parce qu'ils ont exprimé quelque chose avec leurs émotions et leurs tripes qui n'était pas du tout le candidat qui se présente et qui veut uniquement le job pour le job. Un deuxième exemple, c'est un exemple de coaching qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'il y a un jeune homme, 38 ans, qui est brillantissime, qui est identifié dans l'entreprise comme ce qu'on appelle les high potential, donc un profil de talent. Et il a été nommé responsable de toutes les usines pour l'Asie. Donc il dirigeait déjà, il était plant manager en France. Il a été nommé responsable de toutes les usines pour l'Asie. Et ça, c'était au mois de mars, avril. Il devait, fin d'année, prendre sa nouvelle fonction. Sauf que le DRH, il m'appelle, il me dit, Tcherna, écoute, on a un problème. On a un gars là qui est génial, il a un talent fou, il est brillantissime, mais depuis 2 mois, on sent qu'il y a un truc, ça ne va pas, quoi. Il n'est pas dans la performance, il n'a pas de bons résultats. Est-ce que tu peux le recevoir? J'ai dit oui, s'il est demandeur aussi, moi je veux bien, mais dis-lui que je suis coach, je veux bien avoir un entretien avec lui. Donc je reçois ce jeune homme, 38 ans, tête bien faite, intelligent, tout ce que vous voulez, et puis il me raconte son histoire, comme quoi il a été nommé responsable des usines en Asie. Et puis je lui pose la question, est-ce que ce nouveau job vous fait plaisir? Et je vois ce jeune homme s'écrouler devant moi. Et il me dit, vous êtes la première personne qui me pose cette question. Ni ma femme, ni ma famille, ni mon manager, personne dans l'entreprise m'a posé la question si ça me faisait plaisir de prendre ce job. Et alors? Il me dit non. Je suis tellement heureux dans le job que j'occupe actuellement, j'ai aucune envie de partir en Asie, mais je ne peux pas le dire parce que si je le dis, ma carrière, elle est foutue. Je dis ça, c'est pas sûr, parce que quand on a quelqu'un de brillant dans l'entreprise, quand on a un véritable talent dans l'entreprise, je pense pas qu'on a envie de le perdre et que sa carrière soit terminée. Donc je coachais ce jeune homme pour qu'il aille voir son manager et sa direction, c'est le président, le CIO, vice-président, qu'il aille lui parler et lui dire qu'il n'a pas envie de prendre ce job. Et bien sûr, dans l'entreprise, ça s'est super bien passé parce qu'un talent comme ça, ils n'avaient pas envie de le perdre. Et le directeur lui a répondu, tu sais, on pensait que si on n'allait pas te promouvoir assez rapidement, tu allais partir. Voilà la réponse. Alors, un autre exemple que je voudrais vous donner, donc là, on a parlé du coaching, on va parler aussi de l'évaluation.
On a longtemps travaillé en évaluation d'entreprise, notamment dans les entretiens annuels, sur le savoir-faire, donc les compétences. Et qu'est-ce qu'on évalue? Les objectifs, l'atteinte des objectifs, la performance, etc. Ensuite, on a quand même compris que ce n'était peut-être pas suffisant et on a commencé aussi à regarder le savoir-être pour être en phase avec les valeurs de l'entreprise, pour regarder comment se comporte la personne en entreprise. Mais ce qu'on a très peu fait, c'est d'évaluer le aimer faire. Et moi, je suis très content que la nouvelle loi sur les entretiens professionnels a émergé, parce que c'est maintenant une obligation, alors que les entretiens annuels, ça ne l'est pas. Donc depuis 2 ans et demi, on est obligé de mener des entretiens professionnels et de prouver qu'au bout de 6 ans, on a fait progresser le collaborateur. Donc ça, c'est une véritable révolution. Mais pour ça, j'ai vu des DRH et des chefs d'entreprise, ils me disent, qu'est-ce qu'on met dans ce truc? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? J'ai dit, écoutez, vous leur demandez tout simplement déjà ce qu'ils aimeraient faire. Ce serait déjà pas mal. Et du coup, on rentre maintenant aussi cette notion du aimer faire dans l'évaluation de manière très structurée en entreprise. Alors, le dernier exemple que je vais vous donner, je pourrais vous parler des heures, mais ce n'est pas le but, c'est la gestion de projet. Pour ceux qui travaillent en entreprise, comment ça se passe? En général, on veut lancer un projet, super, et puis il y a un dans le groupe là, du comité de direction qui dit « Pierre fera un excellent chef de projet ». Sauf que Pierre, il n'a rien demandé. Hein. Donc, dans les meilleurs des cas, Pierre, il est content d'être chef de projet. Et puis, non seulement on lui dit, Pierre, tu es chef de projet, mais tu vas travailler avec Jacques, Karine, Evelyne, Jean, des achats, de la production, de la qualité, et ça, c'est ton équipe projet. Ah ouais, ok, je suis chef de projet, je ne peux pas choisir mon équipe projet. Et puis là, c'est les emmerdes qui commencent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, il est encore enthousiaste, il a envie de lancer son projet. Alors, il organise la première réunion qu'on appelle le lancement de projet. Formidable. Alors, il invite tout le monde, il envoie les invitations Outlook, ça marche bien. Et puis, dans les meilleurs des cas, plus ou moins, ils acceptent. Donc, il y a un oui, vous tapez oui dans Outlook. Et la veille, il commence à voir 2 personnes qui disent Pierre, écoute, vraiment désolé, mais j'ai tellement de surcharge, j'ai tellement de boulot. Ta réunion, c'est pas leur réunion, ta réunion demain, je ne pourrai pas y être, je suis vraiment désolé. Deuxième. Et le lendemain matin, réunion à 9h, 8h, il commence à avoir 2 autres mails. Pierre, vraiment désolé, je serai en retard ou je ne pourrai pas venir. Et puis, il arrive à sa première réunion de gestion de projet, il a la moitié du groupe projet autour de la table, ce qui fait qu'ils ne peuvent rien lancer, rien décider, pas avancer. Alors, quand on entend en entreprise que les projets sont en retard, sachez que c'est rarement parce qu'ils n'ont pas ou les moyens ou parce qu'ils n'ont pas le budget, c'est pas ça. C'est un manque total de disponibilité et d'appétence pour un projet. Alors, j'ai eu un chef d'entreprise qui m'a dit « Tcherna, chez moi, les projets n'avancent pas ». J'ai dit, ouais, tu m'étonnes, voilà, pour les raisons que je viens de vous expliquer. J'ai dit, est-ce que tu es prêt à expérimenter autre chose? Il m'a dit, ok, comment? J'ai dit, écoute, je te propose quelque chose de différent. Tu vas faire appel à candidature, c'est-à-dire tu annonces ton projet et tu fais appel à candidature et on va voir qui va être intéressé et qui aura envie de participer à ton projet. Il a dit non, mais Tcherna, ça ne va pas marcher parce que des achats, ils sont tellement nus, ils ne vont jamais venir. La qualité, ils sont débordés. J'ai dit, ah tiens, ils sont débordés, donc ils ne peuvent pas venir au projet. Comment tu sais ça? J'ai dit, écoute, faisons l'expérience. Si ça ne marche pas, tu laisses tomber. Il n'y a pas de grand risque à faire ça. Il me dit, ok. Donc, lui, il a présenté le projet, il a fait passer par mail, il a affiché même dans les ateliers de production. Je dis, prends un projet qui n'est pas trop risqué, un projet où tu peux maîtriser un certain nombre de choses. Et du coup, il a affiché son projet. Il a fait appel à candidature. Et là, il y a eu des gens auxquels il ne s'attendait pas du tout. Des gens de la production, des gens du marketing sur un truc technique. Il a eu des personnes où il ne s'attendait pas du tout.
Il me dit, tu vois, je t'ai dit, j'ai pas les bonnes personnes autour de la table. Tu vois, ceux qui sont là, qui viennent s'inscrire, je peux rien faire avec eux. J'ai dit, ça, c'est pas sûr. Donc on les a reçus, il a joué le jeu quand même, on les a reçus et on n'a absolument pas parlé de compétences, pas du tout. Et j'ai tout simplement demandé à ces personnes de me dire quelle est leur source de plaisir, quelle est l'appétence qui fait qu'ils sont venus rejoindre ce projet, pourquoi ils veulent venir. Et là, on a eu des réponses, comme tout à l'heure pour le recrutement, très étonnantes. Parce que les personnes, ils ont dit, je travaille jamais en équipe, jamais participé à un projet, c'est l'occasion jamais. Il paraît que c'est un autre qui a dit, c'est à l'international, peut-être je pourrais enfin utiliser un peu mon anglais. Et puis on a eu des réponses diverses et variées, très intéressant. Alors, troisième chose qu'on a fait, j'ai dit maintenant, vous allez vendre ce projet à votre manager. Et vous allez demander un écrit comme quoi il est d'accord que vous participez à ce projet. Parce que s'ils n'ont pas le soutien du manager, ils ne vont pas les libérer sur le projet. Alors sur les 12 candidats qu'on avait, c'est une PME, hein, sur les 12 candidats qu'on avait, il n'y a que 2 qui n'ont pas obtenu l'accord. Les autres, c'était super. Ils sont tous revenus avec leurs documents. Mon manager, il est d'accord. C'est génial. Donc on a fait une cartographie de leur appétence ensuite pour regarder, puisque chacun a déclaré son appétence, pour regarder qu'est-ce qui fait qu'ils rejoignent cette équipe. Et puis là, il y a eu de tout. Et on a vu aussi que peut-être on manquait d'appétence. Donc je leur ai posé la question, pour réussir ce projet précisément, quelles sont les appétences qui manquent? Alors on n'était toujours pas sur les compétences, hein. Donc ils ont dit, il manque quelqu'un qui sait bien fédérer ce groupe, donc une appétence de fédération. Il manque quelqu'un qui pourrait nous apporter un petit peu de regard du marché, donc quelqu'un du commercial et qui aime ça, ou du marketing, etc. Ils ont été suffisamment intelligents pour voir quel genre d'appétence manquait dans cette équipe projet. C'est seulement après qu'on est allé sur les compétences et je leur ai posé des questions. D'après vous, quelles sont les compétences qu'il faut pour réussir ce projet? Et d'eux-mêmes, ils ont dit, il nous manque quelqu'un des achats, il nous manque quelqu'un de la qualité. Et là, les petits gens qui est tout jeune, qui est arrivé dans l'entreprise, il me dit, moi j'ai un pote aux achats, si je lui raconte que moi je suis dans le projet, il va venir, hein. Ça c'est sûr. Et du coup, quelqu'un d'autre qui a dit, moi je connais bien Claire-Lise, qui est à la qualité, si elle sait qu'on va travailler ensemble, elle va venir. Et ça s'est exactement passé comme ça. Ce qu'on a fait ensuite, on a posé la question, j'ai posé la question aux dirigeants, j'ai dit, donne-moi les indicateurs de mesure, les KPIs. Dis-moi comment toi, chef d'entreprise, tu vas savoir que ce projet a réussi. Il me dit, déjà, il faut qu'il me respecte le budget. Super, ça c'est mesurable, facile. Ensuite, je voudrais qu'il le fasse dans le délai que j'accorde à ce projet. Et la troisième chose, je voudrais voir que si ton truc, vraiment, les gens sont plus présents sur le projet qu'avec la méthode classique. J'ai dit, OK, ça me va très bien. Alors, ce que je peux vous dire comme résultat de ce projet-là, c'est qu'ils ont respecté le budget, ils ont fini avant le délai, et ils se sont tellement bien organisés que ça n'a absolument pas impacté leur travail. Ils se sont vus le soir, ils se sont vus en dehors, ils ont fait leur propre challenge de ce projet. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est faire confiance dans l'homme, faire confiance dans sa capacité à juger ce qui est utile et nécessaire. Et c'est ça vraiment qui m'a fait vibrer dans cette expérience. Alors, vous aurez bien compris qu'il faut activer les appétences, il faut aller les chercher, mais pas que. Une expérience qui m'a fait vibrer aussi et qui montre que c'est possible naturellement, c'est une expérience que j'ai vécue avec quelqu'un qui est aujourd'hui dans la salle, qui est directeur de la manufacture Saint-Louis, une cristallerie. Et je me rappelle la première fois que je suis arrivée à la cristallerie Saint-Louis, François, je croyais que j'étais au bout du monde. Il y avait Beach, un bâtiment gris, et il y avait marqué manufacture. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? D'une tristesse, gris, il faisait noir, c'était l'hiver, il fallait traverser la neige. J'ai dit, mon Dieu. Alors,
François m'a accueilli à l'époque, j'ai ouvert la porte et je suis rentrée dans un monde magique. Un monde magique que vous ne pouvez même pas imaginer. Et du coup, j'ai eu le privilège d'être au contact avec les artisans verriers, qui sont des gens passionnés. Passionnés. Là, vous n'avez pas de problème de motivation ni d'appétence, hein, parce que leur métier, ils adorent. Ils adorent leur métier. Et quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, on le fait forcément bien. Et pourtant, je vais vous dire, ce n'est pas un métier facile. Parce que moi, j'ai essayé de cueillir le cristal. Je n'ai même pas pu m'approcher du four tellement c'était chaud. Le cristal est une matière vivante. Quand les verriers arrivent le matin, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir travailler correctement parce qu'ils ne savent pas encore quelle est la qualité du cristal. Et ces gens-là, ils savent coopérer, collaborer parce que chacun est spécialiste dans un domaine. L'un, il saura fabriquer, créer le pied d'un verre, l'autre, il saura faire autre chose. Et quand vous créez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des vases à la cristallerie qui pèsent des kilos et des kilos, et où ils sont plusieurs artisans à fabriquer un produit ensemble. Quand il y a un qui doit faire pipi, il ne peut pas aller, hein. Je peux vous dire, c'est impossible, parce que s'il lâche son poste, sa place, c'est tous les autres qui ne peuvent plus maîtriser le produit. C'est une coopération, une collaboration unique au monde. J'ai rarement vu ça, et c'est un vrai exemple de passion et d'appétence. Donc, ce que j'ai envie de vous dire en résumé, c'est juste quelques phrases. Quand vous avez la possibilité de faire un métier que vous aimez, ben, vous le faites forcément bien. Si vous ne faites pas un métier que vous aimez, apprenez à l'aimer et activez vos appétences. Alors, en résumé, plutôt que diminuer le stress, parce que c'est ce qu'on fait beaucoup dans l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup de DRH qui me disent « Tu peux nous faire un truc sur la gestion du stress ?» Et moi, je réponds « Je pourrais faire un truc pour activer les appétences, ça marche beaucoup mieux. » Hein? Donc, plutôt que de diminuer le stress, mieux vaut augmenter le plaisir. Le plaisir, c'est le ressenti de chacun. C'est quelque chose qui est propre à nous. Ce n'est pas forcément la même appétence et le même plaisir pour tout le monde. Et contrairement à la compétence qui s'évalue, eh ben, le plaisir, l'appétence, ça se déclare. Il faut que je vous dise ce que j'aime. Hein, et quand je parle, moi, des appétences, je vous parle avec mon émotion et je vous parle avec mon cœur. Donc, je vous déclare mon appétence. L'approche par les compétences, ça cloisonne, alors que celle par les appétences, ça libère. Donc, voyez aussi le lien avec l'entreprise libérée, ce n'est pas du tout par hasard. Et chacun est responsable de son plaisir professionnel. Et puis, en dernier, travailler sur le plaisir au travail. Et ça peut vous surprendre, c'est apprendre à désapprendre. Et pour ça, je voudrais vous dire aussi, moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup chanter dans ma vie et de prendre des cours de chant. Et je me rappelle, la première chose qu'elle m'a dit, ma prof de chant, il faut que tu apprennes à désapprendre. Parce qu'avec tout ce que tu as appris, tu es tellement imprégné de tout ce que tu fais déjà que je ne pourrais pas t'apprendre des choses nouvelles. Et ça m'a marqué. Alors, pour terminer, un message important. Si je peux vous dire quelque chose qui me tient à cœur, poussez les murs de votre entreprise. Mettez-vous au contact de vos appétences et faites-vous plaisir au travail. Merci.